Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons une nouvelle fois parler de John Cena. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo complète sur sa morpho-anatomie. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Elle se trouve dans la description. Une vidéo qui va être importante pour comprendre le sujet d'aujourd'hui. Puisque je vais vous parler des entraînements de John Cena, des mouvements qu'il utilisait et des spécificités de son corps sur ces derniers. Puisqu'il a une approche qui est très intelligente en adaptant ses entraînements à son métier. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, John Cena est un catcheur, le plus grand de tous les temps. Après, le grand et le non moins controversé Hulk Hogan. Bah oui, parce que si le catch est un business aussi florissant aujourd'hui, c'est grâce à lui. Faut rendre à César qui est à César. Mais avant toute chose, tu n'oublies pas de t'abonner, active la cloche pour recevoir les notifications, like la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et si tu es sur téléphone, n'hésite pas à booster tout simplement ma vidéo, c'est bon pour mon référencement. On est vraiment très proche des 900. Donc on y va les gars, propagandisez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas le catch, vous êtes en droit de vous demander « Mais qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, c'est une discipline sportive scénarisée, aussi appelée du divertissement sportif, ou plus simplement du théâtre violent, où le but c'est de soulever des mecs de 100 à plus de 250 kilos et de les projeter sur le ring pour le plus grand plaisir du public. Bon, ça c'est pour la version entertainment. D'un point de vue un peu plus discipline sportive, il s'agit de porter des charges lourdes en mouvement et de les déplacer plus ou moins rapidement en les contrôlant. Et oui, parce que les gars, en fait, ça reste des collègues de travail, si tu veux. Je pense pas que vous non plus, vous ayez envie de tuer vos collègues de travail en effectuant un faux mouvement. Quoique, je pense, ça se discute. Bon, quand t'es catcheur aussi, le but, c'est pas non plus de ressembler à une allumette de 70 kilos. Faut avoir un certain physique impressionnant. Faut ressembler à un Golgoth, en fait, tout simplement. Pour ceux qui suivaient dans les années 80-90, vous avez Ultimate Warrior, par exemple. Voilà. Bon, après, on s'accorde qu'il existe plusieurs styles de catch, mais la moindre des choses, c'est d'avoir un minimum de masse musculaire. Et ça, c'est valable pour les hommes, mais également aussi pour les femmes. Anyway, maintenant qu'on a pris tout ça en compte, au final, ce qu'on demande à un catcheur, c'est d'avoir de la performance physique. Et pour ça, il faut du muscle. Donc, il faut qu'il ait un entraînement qui soit également orienté bodybuilding, prise de masse. Pour avoir le physique, même si c'est pas toujours le cas, je te l'accorde, et ou être très fort et puissant. À partir de ce moment-là, je vous pose la question, comment doivent-ils s'entraîner? Non, réponds pas, c'est pas une vraie question. Par contre, c'est là où John Cena est très intéressant. Puisque, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, avant d'être catcheur, il était bodybuilder, amateur. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de sa viande, il l'a fait très jeune. À la suite de quoi, dans sa carrière de catcheur, il a dû effectuer des spots impressionnants. Là, il avait littéralement plus de 350 kilos sur le dos, par exemple. Et il a eu l'intelligence d'orienter son entraînement en fonction de ce qui lui était demandé sur le ring. C'est pourquoi il a pratiqué à la fois des entraînements orientés powerlifting, mais également en haltérophilie. Que de manière générale, les bodybuilders ont plutôt tendance à faire en sorte d'avoir un maximum de masse musculaire et donc d'avoir des entraînements typiquement bodybuilding et quasiment que bodybuilding. Je généralise. Et donc, on va voir aujourd'hui pourquoi il effectuait tel ou tel mouvement et pourquoi il était aussi performant. Ah oui, parce que l'une des caractéristiques de John Cena, c'est qu'il est connu pour sa force et sa puissance. Et on commence tout de suite avec le bench, dont son record est de 218 kilos, il me semble. Bon, maintenant que vous l'avez vu bencher, il va falloir que je vous montre et que je vous explique certaines choses. On est là pour ça. Premièrement, celle-ci. On se rend compte qu'il a un angle à 90 degrés sur le coude, même si j'en conviens, c'est pas facile à voir dans cet angle-là. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que ses coudes, bien qu'ils soient au plus bas du mouvement, ne descendent pas plus bas que son banc. Là, normalement, vous allez me dire, mais attends, Ben, je comprends pas, tu nous as dit qu'il avait pas de cage thoracique, et pourtant, ses coudes descendent pas très bas, en full amplitude. Et ben ça, je vais te l'expliquer en 3 facteurs. Le premier, rappelez-vous qu'il a les avant-bras qui sont courts. Donc, automatiquement, ça réduit la distance de course. La deuxième, et je ne peux pas l'affirmer, mais il est très probable qu'il ait une envergure égale ou inférieure à sa taille, ce qui automatiquement lui réduit la distance pour faire son bench, ainsi que son bras de levier. Et en troisième, quand bien même il n'a pas de cage thoracique, il a dû énormément travailler sa mobilité de cage thoracique, puisqu'il arrive à ouvrir sa cage, et donc à augmenter artificiellement, si vous voulez, son épaisseur. Ce qui prouve que même si vous n'avez pas une morphologie adaptée à 100% à un mouvement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler
travailler en lourd sur ce mouvement sous certaines conditions. Attention, John Cena reste une génétique exceptionnelle sur les bras, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, en termes de longueur musculaire. De ce côté-là, en fait, il est très protégé sur des mouvements à grande amplitude, peut se le permettre. Ceci dit, ça l'a pas empêché de se blesser pendant sa carrière, notamment au triceps. La seule chose qui lui manque au final sur développé couché pour avoir une génétique dite exceptionnelle, c'est une grosse cage thoracique. Autre élément intéressant, c'est la prise un poil serrée qu'il pouvait utiliser parfois sur son bench. Comme vous voyez, lorsqu'il fait son mouvement en descendant, il approche les coudes près des côtes. Et lorsqu'il monte, il les ouvre. L'avantage que ça lui donne en faisant ça, c'est que ses pectoraux n'étant ni courts ni longs sur l'humérus, et par conséquent, ils ne sont pas les muscles les plus efficients sur un mouvement poussé pour sa morphologie, le fait de rentrer les coudes lorsqu'il descend lui permet en fait d'augmenter la tension sur les triceps, qui est un énorme point fort. Et ça lui permet de décoller très rapidement la barre et d'arriver au point de passage des triceps, comme on dit. Là où les pecs ne génèrent plus suffisamment de tension et où le reste du mouvement nécessite une grosse force dans les bras. Si je vous prends l'exemple, moi c'est l'inverse de John. Décoller la barre de ma cage thoracique sur les premiers centimètres, c'est très facile. Par contre, j'ai un ralentissement drastique du mouvement au passage des triceps. C'est normal, j'ai une grosse cage, des bras longs et les triceps courts, c'est-à-dire vraiment l'opposé. En termes de morphologie pour le squat, John, c'est quasiment imperfect. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'il a des jambes longues avec un buste court. Plus de détails dans ma vidéo de la semaine dernière. Cependant, il a le fémur qui est court par rapport à son tibia. Et n'oubliez pas qu'il avait l'abdomen long. Certes, de pas grand-chose, mais il était long. Autre chose d'intéressant, John, il a les solaires et les mollets qui sont courts. Mais encore une fois, c'est une question de ratio, hein. Il n'a pas des mollets d'Africains. Et lorsque vous avez le tibia long, mollet et solaire court, pour avoir de la mobilité de cheville, c'est relou. D'autant plus si vous êtes grand, voire très grand. C'est-à-dire au-dessus du 1m90 et des 2 mètres. Je fais partie de cette catégorie. Et comme vous le savez, j'ai une mobilité de cheville qui s'approche de celle d'un rocher. Ce qui n'est pas le cas de John, bien qu'il tape son 1m85. Et ça, c'est un énorme avantage. Ce sans quoi il n'aurait pas pu autant envoyer ses genoux vers l'avant, et donc aurait dû compenser pour avoir un squat aussi profond en penchant son buste en avant, simplement. Bref, plus vous avez cette capacité à pouvoir pousser les genoux vers l'avant, plus vous aurez de flexion de genoux au détriment de la flexion de hanche. Et je vous arrête tout de suite, mais avoir les genoux qui dépassent la pointe de pied, c'est pas mauvais pour vos genoux. Combien de fois je l'ai entendu en salle de sport, celle-là? Dites-moi si en 2026, il y en a encore qui vous la sortent. D'autant plus si vous avez une génétique quadriceps comme celle de John. Et tout ça a pour effet de lui permettre de squatter avec un dos relativement droit pour effectuer un high bar. C'est quelque chose que l'on peut d'autant plus remarquer lorsqu'il fait un front squat, même si ici, il y a 2-3 petites choses qui changent. Premièrement, bon, t'es pas con, c'est un front squat, donc la barre est devant. Deuxièmement, la position de son corps lui permet d'avoir une meilleure ouverture de genoux. Troisièmement, ça lui permet d'avoir les hanches qui descendent beaucoup plus bas. En même temps, c'est normal, meilleure ouverture de hanches. Et quatrièmement, son dos est encore plus droit et presque perpendiculaire au sol. Bon, ça, clairement, si vous voulez, c'est un front squat absolument magnifique. D'ailleurs, pour ceux qui aiment faire du squat, mais qui prennent tout dans le cul, la chaîne poste, je vous invite à apprendre à faire du front squat. Vous allez voir, ça va améliorer votre mobilité de hanche, renforcer vos trapèzes, renforcer vos lombaires et améliorer votre mobilité d'épaule. En plus, évidemment, de focus vos quadriceps. Bref, c'est un banger. Et ça, que vous ayez une morphologie opposée au mouvement de back squat ou non.
Ah là, le deadlift, c'est très intéressant parce que c'est un mouvement où il n'est pas du tout avantagé par sa morpho. Là où sur le bench, il ne lui manque au final qu'une grosse cage thoracique, ou sur le squat, un abdomen légèrement plus long pour avoir des jambes courtes, ici, il y a quand même plusieurs facteurs qui lui empêchent d'avoir la morphologie idéale. Le premier, évidemment, c'est sa longueur de bras, son envergure. Sur le deadlift, plus vous avez une envergure qui est supérieure à votre taille, mieux c'est. La deuxième, c'est la longueur de son buste, qui est relativement proche de celle de ses jambes. Et pour finir, la longueur de son abdomen. Donc il est quasiment à l'opposé sans pour autant l'être totalement. Ce qui pour autant l'empêche pas de faire des performances de zinzin. Son démarrage lui fait avoir un buste qui est très penché en avant. Parce que comme il a des bras de T-Rex, il est obligé d'aller chercher sa barre tout en bas et donc se pencher en avant. Ce qui lui donne forcément plus de flexion de hanche au détriment de la flexion de genou. Et qui par conséquent lui donne un très gros bras de levier sur le bas du dos. C'est la raison pour laquelle je me suis fait opérer du dos. Que j'ai un buste qui est très long, très long. Pas du tout fait pour le deadlift. Parce que pour John Cena, c'est un peu comme moi sur le soulevé terre. Le plus difficile, c'est les premiers centimètres. C'est un peu comme l'assaut de... Bon, ça c'était pour la partie force. Maintenant, pour ce qui est de faire des mouvements de triple extension comme celui-ci, il faut être capable de générer de la puissance. Et quoi de mieux pour générer de la puissance que l'haltérophilie? Je vous pose la question. Je ne vais pas vous faire un cours d'haltérophilie, que ce soit sur le snatch ou sur le clean. Comprenez juste que sur ces deux mouvements, vous avez différentes phases. Évidemment qu'il y a des morphologies qui sont particulièrement adaptées à l'haltérophilie, comme tous les sports. Et je pense que le meilleur exemple, ce sont les haltérophiles chinois. Ça n'en reste pas moins des mouvements qui sont très complexes et que chaque phase doit être maîtrisée. C'est comme pour tout, tu me diras. Concernant John, il a l'avantage d'avoir des bras qui sont potentiellement courts. Donc pour le snatch, si vous voulez, il a moins de distance à parcourir qu'une personne qui a une envergure de 2 mètres. Ça, c'est sur le papier, on s'entend. Il a également une meilleure stabilité des membres supérieurs. Parce que forcément, c'est tout con. Plus ton bras de levier va être grand, plus ton articulation va devoir travailler pour stabiliser ton membre. Et plus vos membres sont longs, plus on obtient des mouvements parasites, même quand ils sont verrouillés. Je parle des bras et des jambes, je précise, on sait jamais. Sur le snatch, je crois que le record de John Cena, c'est 138 kg, ce qui est absolument énorme. Et comme il a des ratios qui sont quasiment tous proches du 1 pour 1, ainsi qu'une ossature qui est assez large, ça tu le remarques par la largeur du bassin, ainsi que par la taille de ses paluches. Sa structure lui permet à la fois de générer de la stabilité, mais aussi du verrouillage. Mais également une capacité de pouvoir mettre de la charge sur sa structure. Prenons le cas d'une maison, les murs, c'est votre structure osseuse. Plus les murs vont être épais, plus vous allez avoir la possibilité de mettre de la charge dessus sans pour autant avoir peur qu'elle s'écroule sous le poids. Alors à la base, pour le clean, je devais vous parler du clean and jerk, pour ceux qui connaissent. Sauf que je n'ai jamais trouvé la moindre vidéo où il effectue son jerk. Donc dans ses entraînements, en fait, au final, il ne faisait que du clean. Pour les non-initiés, grosso modo, vous allez commencer avec un mouvement en position de soulevé terre. Et après votre deuxième tirage, c'est-à-dire votre passage au niveau du genou, vous allez devoir passer sous la barre. Et avec la charge que vous allez avoir dessus, vous allez vous enfoncer dans votre front squat. C'est pour ça qu'il faut avoir de la mobilité quand on est haltérophile. Une fois fait, à ce moment-là, va falloir remonter. Et là, John, il a beaucoup d'avantages. Hormis la position de départ, puisque l'on va faire la comparaison entre John, qui a les jambes longues, un buste court et des bras possiblement courts, toujours, et une petite athlète qui, elle, a des jambes courtes, les bras longs et le buste long. C'est là où on voit l'adaptation de la position du corps pour un seul et même mouvement en fonction de la morphologie que vous avez. On voit bien qu'entre les deux, c'est très différent. John, au moment de tirer, se retrouve avec une énorme flexion de hanche comparativement à celle de ses genoux et un buste proche de l'horizontale du sol. Là où notre jeune haltérophile, c'est tout l'inverse. Elle a les fémurs parallèles au sol et le buste qui est très droit au moment de tirer, ce qui lui donne l'avantage d'avoir moins de bras de levier sur le bas du dos, alors qu'elle a le buste qui est long et très certainement l'abdomen aussi. Donc ça produit davantage de recrutement de la chaîne antérieure des cuisses, là où pour John, il va davantage
davantage mettre l'attention sur la chaîne postérieure. Comprenez par là que pour le départ, il n'est pas le plus avantagé biomécaniquement. Mais là où il prend sa revanche, c'est sur le deuxième tirage après le passage des genoux, où comme son buste est plus court, ainsi que potentiellement ses bras, il a peu de distance à parcourir pour emmener la barre sur ses clavicules. Et ce qui est encore mieux là-dedans, c'est que John, il a les longs supinateurs qui sont très longs sur l'avant-bras, ainsi que sur l'humérus. Les biceps qui sont très longs de part en part, et des trapèzes qui sont longs sur la nuque et relativement massifs. Bon, ça, c'est très certainement dû à ses entraînements en haltérophilie, mais ils lui permettent de pouvoir tirer des charges très lourdes rapidement. Donc, tu couples tout ça, cette partie du clean est facile pour lui. Pour ça, notamment, qu'il est aussi performant. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur John Cena, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça. Pour vous dire, je suis à 44 minutes de rush là. En conclusion, nous dirons que John Cena a une structure osseuse qui lui permet d'être très polyvalent dans les sports de force, sur les charges et les mouvements qu'il peut utiliser de manière efficiente. Sa structure musculaire et tendineuse lui permettent de travailler sur de grandes amplitudes, lui donnant un risque de blessure qui est moindre sur ces tissus-là, comparativement à une personne qui a des membres qui sont longs avec des muscles qui ont beaucoup de tendons. Cette morphologie très avantageuse, il la doit, bon, évidemment, à la génétique de ses parents, parce qu'il faut savoir que ses frères, ils sont comme lui, mais c'est surtout dû à ses ratios qui, comme je vous l'ai dit, sont quasiment tous proches du 1 pour 1. Et ça, c'est extrêmement rare. Bref, il a un corps qui lui permet d'être très performant, que ce soit sur les mouvements de power, donc pour la force, ou d'haltérophilie pour la puissance. Je suis pas en train de vous dire qu'il a la meilleure morphologie pour ces mouvements-là, puisque c'est littéralement impossible. Je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos sur le powerlifting. Ce que je veux dire, c'est qu'il lui manque juste un ou deux éléments à chaque fois pour, sur le papier, être absolument parfait. Le truc, c'est que ces différents éléments qui lui manquent sur chacun des mouvements, ça se joue vraiment à pas grand chose. Et c'est ça qui est dingue chez John. Puisque ce pas grand chose, bah, ça le rend extrêmement efficient en termes de force ou de puissance sur l'ensemble de ses mouvements. Pour ceux que ça intéresse, je pense que sur YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'interviews de catcheurs avec qui il a pu travailler tout au long de sa carrière. Et il y a un consensus autour de lui qui dit que c'est le catcheur le plus puissant avec qui ils ont pu travailler. Et je vous rappelle que la plupart des gonzes font plus de 100 kilos. Bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire qui est ton catcheur préféré, qui tu as envie qu'on analyse pour les prochaines fois. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager, de booster la vidéo. Propagandisez-moi. Je vous dis à la semaine prochaine. On parlera de Flex Wheeler. Des bisous. Time.